Très bien, eh bien, écoutez, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, effectivement, je vais ce soir vous parler un petit peu de neurosciences. Et je dis bien un petit peu. Je disais tout à l'heure à Catherine que ce ne serait que l'apéritif parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup en neurosciences. Et donc, j'ai essayé de vraiment préparer une soirée où on a une vision d'ensemble de tous les possibles avec quelques exemples, bien sûr, et après pouvoir voir ensemble ce qui sera possible de faire plus tard. Donc, je vais essayer de partager mon écran parce que j'ai un petit diaporama à vous proposer. Certaines diapos seront très peu commentées et d'autres plus longuement commentées. Voilà, donc je partage mon écran. Voilà, j'espère que c'est bon là. Est-ce que c'est bon? Non. Voilà, et tu diaporama pour qu'il défile et que tu sois tranquille. Alors, je suis en diaporama. Et à Mais en partir fait, du début, est-ce que si je passe les diapos l'une après l'autre comme ça, c'est bon? non, Non. à partir du début, voilà, Oui. tout en haut, à partir du début, à gauche, en haut à gauche. Tout en haut à gauche, à Tout en partir haut du à début. partir du Très début. bien. Et ça sera OK. en plein écran, du coup, ce sera plus simple. Voilà, d'accord, très bien. Donc voilà, une première petite, alors, juste une citation du docteur Catherine Guéguin. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que je ne l'ai pas. Voilà, très bien. Donc, elle nous dit que le cerveau humain se révèle être la forme de matière organisée la plus complexe de l'univers. Donc, vous pouvez bien comprendre que en une heure, on sera loin d'avoir fait le tour. Je vais donc essayer pendant ce temps à passer avec vous de vous présenter différentes choses par rapport aux neurosciences. Et donc, voici le plan que je vous propose. En premier, on va voir un petit peu quelques définitions. Ensuite, il est important pour moi de faire un petit travail sur l'évolution et le fonctionnement du cerveau. Et puis, on aura deux grandes parties, ce que l'on appelle les neurosciences cognitives. Donc, ce sont celles dont on parle le plus souvent. Dans cette partie, je vous parlerai des piliers d'apprentissage, de la mémoire, des fonctions exécutives, de la plasticité cérébrale, des neuromythes, et puis voir ensuite ce qu'il est possible de faire en place, ou plutôt quelles sont les conclusions que je peux apporter suite à tout cela, ce que je peux faire en place. Et puis la deuxième grande partie concerne les neurosciences affectives. Alors, il est vrai que cette science n'est pas encore très développée chez nous, elle est encore très peu connue, mais elle commence à percer. Et donc, dans cette partie, le rôle de la maturation du cerveau dans les comportements des enfants, et du coup, ce qui va en découler, c'est quelques attitudes éducatives. Voilà. Donc, en tout premier, effectivement, que veut dire neurosciences? Eh bien, en fait, à la base, il s'agit d'études scientifiques du système nerveux. On étudie sa structure, on étudie son fonctionnement. Alors, c'est une discipline qui, qui a le vent en poupe, tout simplement parce que les évolutions dues aux techniques d'imagerie cérébrale permettent de voir toutes les variations de la composition sanguine dans le cerveau. Donc, que ce soit des techniques optiques ou par résonance magnétique. On peut enregistrer dans le cerveau tout ce qui se passe à un instant T de l'apprentissage. Donc, en fait, toutes ces découvertes ont donné lieu à ce que l'on peut appeler nous maintenant les neurosciences. Quand on parle des neurosciences cognitives, eh bien, en fait, elles nous éclairent sur le concept d'apprentissage. Alors, les neurosciences cognitives, elles permettent d'être éclairées sur la manière dont les élèves apprennent. Elles permettent d'identifier les points de blocage
afin de pouvoir accompagner la difficulté scolaire. Elles permettent de nourrir nos réflexions pédagogiques et didactiques. Elles permettent de modifier la représentation que nous avons de l'intelligence. Elles permettent de comprendre ce dont le cerveau a besoin pour apprendre et d'établir des ponts entre science et pratique. Par contre, les neurosciences affectives, elles nous démontrent tout au long de cet exposé, je vous le redirai, qu'une relation empathique est indispensable pour apprendre. Ces neurosciences affectives permettent d'être éclairées sur la manière dont évolue le cerveau, de découvrir que consoler un enfant participe à la maturation de son cerveau. Ce sont des grandes découvertes qui viennent d'être faites. Que aussi pour comprendre que le stress produit des substances et que ces substances sont toxiques pour l'organisme. Alors ça, c'est une particularité, enfin, c'est quelque chose qui a été découvert il y a très peu de temps. Mais en tout cas, stresser un enfant, ça entraîne chez lui une production de substances, de la noradrénaline, par exemple, du cortisol. Et ces substances sont toxiques pour l'organisme. Donc, bien plus encore pour l'apprentissage. Et donc, ces neurosciences affectives vont nous permettre de comprendre que le stress peut modifier même l'expression des gènes et nous permettre aussi de découvrir que les premières années de la vie vont être déterminantes. Donc, on verra après le lien avec peut-être les maîtresses de maternelle, pourquoi pas. Alors, dans la partie qui suit, je vais un petit peu parler de l'évolution du cerveau et je vais faire régulièrement un petit aller-retour entre deux diapositives. Donc, en fait, très schématiquement, on pourrait dire que nous avons trois cerveaux. Vous avez sur l'image qui est à votre gauche, vous avez ce que l'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Alors, en fait, le cerveau reptilien, qui est composé du tronc cérébral et du cervelet, je vous l'ai noté sur la diapo suivante, il gère les fonctions physiologiques de base, qui sont la respiration, la circulation, le sommeil et l'équilibre. Il fait face au danger, il déclenche des comportements instinctifs d'attaque. Le cerveau limbique, que vous avez sur les deux schémas, donc d'un côté, on voit sur les trois cerveaux, de l'autre côté, il est un petit peu plus détaillé, parce que dans le cerveau limbique, on y trouve l'amygdale, l'hippocampe et l'hypothalamus. Il permet de ressentir ce qui est agréable ou désagréable, et c'est lui qui permet de ressentir toute la palette des émotions. Il joue un rôle de régulateur des instincts primitifs de survie. Il contrôle les réactions d'attaque ou de fuite. Il assure l'olfaction, l'apprentissage et la mémoire. Toujours dans notre partie structure du cerveau, il y a cette dernière partie qui est le néocortex, qui est lui-même divisé en 4 lobes, frontal, pariétal, temporal, occipital. C'est ce cerveau qui assure les fonctions cognitives supérieures, la conscience, le langage, les capacités d'apprentissage, les perceptions sensorielles, les commandes motrices volontaires et ce que l'on appelle notre représentation dans l'espace. Donc, la formation d'une grande partie du cerveau se fait lors des 5 premières années de vie, mais la maturation va se poursuivre jusqu'à la fin de l'adolescence et même plus tard. Notre cerveau représente 2% de notre poids, mais 20% de notre consommation d'énergie. Le système nerveux est la somme de deux parties. Donc, il y a le système nerveux central
qui est composé du cerveau et de son prolongement dans la colonne vertébrale. Et puis, il y a le système nerveux périphérique qui est représenté par les nerfs. Donc, notre cerveau compte 80 à 100 milliards de neurones. Les neurones forment un réseau très dense qui se transmettent l'information sous forme électrique. Alors, juste à côté, j'ai mis un petit schéma où on retrouve deux neurones avec une transmission, donc avec des substances chimiques et une transmission électrique. Donc là, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'explication, mais ce n'est pas le but de ce temps. En fait, Belsky explique que des millions de connexions se forment, se défont et se reforment en fonction de nos relations, que ce soit nos relations affectives, que ce soit notre apprentissage ou que ce soit toutes les expériences vécues dans notre enfance. Lorsqu'une connexion va devenir inutile, elle est détruite et remplacée par une autre plus efficace et nécessaire. Alors, c'est ce que l'on appelle l'élagage des neurones. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure quand il est question de plasticité cérébrale. Et on verra toutes ces conséquences que peuvent avoir cette plasticité cérébrale par rapport aux apprentissages, et notamment pour nos enfants à besoins particuliers. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, ou peut-être pour certains une découverte rapide du fonctionnement du cerveau et de l'évolution de notre cerveau. Donc maintenant, je vais prendre un temps pour vous parler de ce que l'on appelle les neurosciences cognitives. Et donc, on va pendant ce temps qui arrive parler des piliers d'apprentissage. Alors, n'ayez crainte, tout à l'heure, à la fin de l'exposé, je vous donnerai une belle grosse bibliographie, là où je suis allée puiser tous mes renseignements, et puis d'autres titres de livres qui pourront nous aider à poursuivre. Donc, en fait, les sciences cognitives ont identifié 4 facteurs principaux de réussite dans un apprentissage. Alors, pour bien apprendre, il y a ces 4 facteurs principaux qui entrent en jeu. Tout d'abord, l'attention, ensuite l'engagement actif, le retour d'information, que l'on appelle aussi la rétroaction, et enfin la consolidation. Alors, quand il est question d'attention, en fait, il y a une sorte de mécanisme de filtrage qui nous permet de sélectionner une information et de moduler son traitement. Le système de l'attention se décompose lui-même en 3 systèmes que j'ai noté là: un système d'alerte, un système d'orientation et un système de contrôle exécutif. Alors, l'apprenant doit être en alerte. Il existe des limites à l'attention, et le filtrage, lui, il implique que réaliser 2 tâches simultanément est très difficile. On a observé dans notre cortex préfrontal, c'est là où vous avoir montré un petit peu un rappel de la structure est important, en tout cas pour moi, parce qu'on a observé dans le cortex préfrontal un phénomène de goulot d'étranglement. C'est-à-dire que lorsque l'on jongle avec 2 choses à faire en même temps, c'est compliqué. Et on va passer d'une tâche à l'autre, mais on omet temporairement la première tâche. Lorsque l'on est concentré sur un stimulus, eh bien, tout ce qui n'est pas pertinent va devenir invisible. Alors, à ce sujet, j'avais envie de présenter une petite vidéo. Bon, voilà, certains la connaissent peut-être. Le commentaire est en anglais, mais rien de bien compliqué. En fait, la consigne, c'est de regarder attentivement la vidéo et de compter le nombre de passes qu'il va y avoir entre les joueurs de l'équipe qui est en blanc.
Donc, pendant la partie, on va regarder, c'est juste pour vous éclairer sur ce que je viens d'expliquer. Eh bien, quand cette expérience a eu lieu, ils ont découvert que 50% des participants à l'expérience n'avaient pas vu passer le gorille. Parce qu'en fait, ils étaient trop concentrés sur leur comptage de passes. Et les conclusions ont été données en disant que lorsque l'on effectue une tâche qui requiert toute notre attention, eh bien, il est difficile de prendre en compte un stimulus inattendu. Et là, effectivement, c'était le passage du gorille. Et certaines personnes n'ont pas pu le voir parce qu'elles étaient trop concentrées à compter les passes qui pouvaient se faire entre les différents joueurs. L'auteur concerné a parlé de cécité d'inattention. Voilà, donc là, on parlait de ce temps d'alerte. On est toujours dans la partie attention. Et l'enjeu, en fait, est bien d'orienter l'attention, de captiver cette attention. Une petite parenthèse ici. Donc, on l'a remarqué, quand il y a trop d'infos, eh bien, les apprenants sont perdus. Et j'ai même lu à ce propos, et donc je vous le partage, que par exemple trop d'affichage dans une classe, trop d'illustrations, même dans certains manuels scolaires qui paraissent à la base très attrayants, peuvent devenir soucis pour l'apprenant. Et donc, il est vraiment question de faire attention à ne pas ne pas créer une overdose d'informations. Et toujours donc dans cette partie attention, on a une partie qui s'appelle le contrôle exécutif. Et il s'agit bien d'inhiber un comportement qui serait indésirable et qui ferait double tâche à ce qui nous a été demandé. Dans nos piliers d'apprentissage, le deuxième grand pilier, c'est l'engagement actif. Donc, je pense que maintenant, on le sait tous et toutes qu'un organisme passif n'apprend pas. L'enseignant ne peut mobiliser que si l'apprenant, lui, se mobilise. Donc, en fait, là, on est bien dans l'engagement actif des deux côtés. L'enseignant ne pourra pas, mobiliser l'apprenant et l'apprenant ne pourra pas se mobiliser s'il n'y a pas un engagement actif de part et d'autre. Ensuite, sans tester effectivement la fiabilité d'une connaissance, on va rester dans l'illusion du savoir. L'apprenant doit pouvoir se tester par lui-même. Toujours dans les piliers d'apprentissage, on aura le retour d'information, donc la rétroaction. Alors là, très important,
on entend souvent dire l'erreur est humaine et on ajoute en neurosciences que l'erreur est indispensable. En fait, juste avant, on vient de dire qu'il fallait une écoute, il fallait être actif. Mais là, maintenant, on ajoute qu'il y a besoin de se tromper pour apprendre. En fait, le cortex, c'est une sorte de machine à générer des prédictions et à intégrer les erreurs de prédiction. Donc, en fait, il lance une première prédiction et il reçoit en retour des informations sensorielles. Et dans son cerveau, il y a une comparaison entre les deux qui se fera. Et cette différence entre l'erreur et la correction, si on veut dire, eh bien, va se propager dans le cerveau et va permettre de corriger et d'améliorer la prédiction suivante. Donc, le retour d'information est donc essentiel. Et le cerveau va fonctionner en permanence de cette façon par des cycles. Alors, les cycles peuvent se décomposer en prédiction, feedback, correction, nouvelle prédiction. Donc, cette erreur qui est normale et inévitable au cours de l'apprentissage, eh bien, on nous dit là maintenant qu'elle est fertile et elle est indispensable pour l'apprentissage. Bien sûr, il faut qu'elle soit remarquée par l'apprenant, qu'il l'ait compris évidemment, et qu'elle ne soit pas sanctionnée. Ou alors peu, ça dépendra. Et en contrepartie, il est bien important de conclure une réussite par une approbation et une validation. Donc ici, par cet effet de retour d'information, on comprend que, en fait, cette erreur, elle est vraiment indispensable dans le processus d'apprentissage. Et puis la quatrième partie de ces piliers d'apprentissage, c'est ce que l'on appelle la consolidation. Et donc, bien, au début de tout apprentissage, il y a un effort qui est conscient. Donc, par exemple, si on veut se rappeler, nous, nos premiers pas vers l'apprentissage de la conduite, bien, on avait tout à apprendre en même temps, les panneaux, les pédales de la voiture, etc. Tout arrivait en même temps. Et on avait, en fait, ce qu'on peut appeler un traitement explicite. Donc, notre cortex était très, très sollicité, notamment la partie frontale, parce qu'elle est cette partie très mobilisée par l'attention exécutive. Et ensuite, quand tout cela est acquis, en fait, le point culminant, c'est de faire passer, d'accomplir le transfert de l'explicite à l'implicite. Et ça, tout ce que je vous dis, que vous connaissez déjà, en fait, ça a été démontré par les neurosciences et par tout ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, le cerveau va parvenir à une automatisation et on va le libérer pour autre chose. En fait, la place va être disponible pour autre chose. En fait, les 4 piliers de l'apprentissage, c'est notamment Stanislas Dehaene qui nous en parle. Et je vous donnerai dans la bibliographie tout ce dont je me suis servi pour cet exposé. Alors, pour illustrer les 4 piliers d'apprentissage, j'ai voulu voilà, ils sont renotés sur la diapo, mais j'ai voulu aussi vous présenter une diapositive. Alors, j'en profite pour vous parler de Optoy. Donc, vous avez en bas de ce poster, c'est un site où on peut trouver du matériel PEDA, des jouets, des ressources et pas mal de choses qui sont en fait des solutions, comme ils appellent, pour enfants exceptionnels. Donc, là, on vous repasse tout ce que je viens de vous expliquer de manière de manière résumée. Hein, vous retrouvez l'attention, on filtre avec l'alerte, l'orientation, le contrôle exécutif, l'engagement actif, on participe, donner à l'enfant l'opportunité de se tester. Après, vous avez le feedback, où on expérimente, prédiction,
tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Et puis un temps de consolidation où on va renforcer la. Donc, en fait, tout cela a été vraiment démontré par l'imagerie cérébrale et avec tout ce qui se vit dans notre cerveau au moment à ces différentes étapes de l'apprentissage. Alors, les neurosciences vont aussi s'intéresser à la mémoire, aux fonctions exécutives et à la plasticité cérébrale. Alors, notre mémoire repose sur 5 systèmes différents. Alors là, en fait, c'est très, très complexe. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de tous nos systèmes de mémoire. Bon, il est bien certain que ça demandera plus tard à être approfondi pour ceux qui le souhaitent. Donc, la mémoire repose sur 5 systèmes impliquant des réseaux bien différents. Ils sont interconnectés, tous ces réseaux, mais ils ne sont pas au même endroit dans notre cerveau. Alors, je ne vais pas trop détailler, mais peut-être à chaque fois, je pourrais dire, bah voilà, c'est plus à cet endroit, à cet autre endroit. Et juste après, je vous montre une diapo pour vous montrer combien tout est interconnecté. Donc, vous avez la mémoire de travail, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mémoire procédurale et la mémoire perceptive. Donc, la mémoire de travail, c'est la mémoire du temps présent. Elle permet de retenir des informations pendant quelques secondes et elle est sans cesse sollicitée pour retenir un numéro de téléphone, pour retenir une adresse, juste le temps de le noter. C'est la mémoire de travail qui entre en jeu. Et le souvenir de l'information va être relativement vite oublié. Cette mémoire, en fait, très souvent pour elle, on parle de 7, qui serait le nombre magique de la mémoire à court terme, parce que on peut retenir plus facilement 7 éléments, une suite de 7 chiffres, une liste de 7 objets, etc. Et c'est toujours ce 7 qui revient. Donc ça, c'est pour notre mémoire de travail, qui est une mémoire à très court terme. Alors ensuite, on aura la mémoire sémantique et la mémoire épisodique, qui sont des mémoires à plus long terme. La mémoire sémantique, elle permet l'acquisition de connaissances générales sur soi, sur son histoire, sur sa personnalité, sur le monde. C'est la mémoire du savoir et des connaissances. Et les neurosciences nous ont démontré que cette mémoire se situe plus dans les lobes temporaux. La mémoire épisodique, c'est une mémoire explicite. Elle permet de se souvenir de moments passés et de prévoir le lendemain. Elle est en lien avec tous nos sens. Alors, ce qui a été remarqué, c'est que si on demande à quelqu'un d'évoquer un souvenir qui s'est déroulé les derniers mois, ou si on lui demande de se projeter dans ses prochaines vacances, eh bien, en fait, ce sont les mêmes circuits neuronaux qui vont travailler. Et donc, cette mémoire épisodique, elle est aussi elle utilise des réseaux neuronaux qui se trouvent dans l'hippocampe et dans les faces internes des lobes temporaux. La plupart des souvenirs épisodiques vont se transformer ensuite en connaissances générales. Donc, il y a un moment où dans notre cerveau, ça va se transformer en connaissances. Or, à la base, c'était des souvenirs vécus. Alors, la mémoire procédurale, eh bien, c'est une mémoire des automatismes. Elle permet de conduire, de marcher, de faire du vélo, de nager, sans avoir à réapprendre à chaque fois. Elle est très sollicitée chez les sportifs, par exemple, ou chez certains artistes. Il s'agit de processus effectués de façon implicite, c'est-à-dire inconsciente. Les circuits neuronaux qui sont en jeu
dans cette mémoire sont donc des circuits sous-corticaux et au niveau du cervelet. La mémoire perceptive, elle est liée au sens, elle fonctionne à l'insu de l'individu, elle permet de retenir des images, des bruits, des voix et des lieux, et elle va alimenter la mémoire épisodique. Et cette mémoire perceptive, elle est située dans différentes régions corticales, à proximité bien sûr des aires sensorielles, puisque nous avons dit juste avant qu'elle mettait en lien, elle était liée à tous les sens. Donc, tous ces souvenirs, tout ce que l'on a pu apprendre vont devenir raisonnements. On dit que les raisonnements naissent des souvenirs multiples que l'on a. Et plus les connaissances mémorisées sont importantes, plus il est facile de faire des analogies. Et c'est ce qui se passe dans nos cerveaux. J'ai juste mis ici une diapo que j'ai été chercher dans des documents de l'université de Bordeaux, où vous avez un petit peu les différentes mémoires. Et quand je vous expliquais les différentes mémoires, je vous disais que même s'il y a des endroits particuliers, tout est connecté. Donc voilà, cette diapo nous montre bien que tout est connecté. Alors ensuite, toujours dans nos neurosciences cognitives, on a une partie qui pourrait s'intituler les fonctions exécutives. Alors, elles sont des habilités du cerveau permettant l'adaptation à des situations nouvelles, des situations qui ne seraient pas routinières. Elles vont regrouper beaucoup de composantes et c'est ce qui permettra l'élaboration de stratégies, la planification de tâches à accomplir, donc anticiper, réalisation logique. Elle permet le maintien de l'attention et la surveillance de l'avancement des tâches jusqu'à la réalisation finale. Elle permet la flexibilité mentale, s'adapter aux imprévus, corriger ses erreurs, passer d'une tâche à l'autre. Elle permet le contrôle de l'inhibition, c'est-à-dire être capable de résister à des informations qui ne sont pas pertinentes et aux comportements inadaptés ou automatiques. Et ces fonctions cérébrales interagissent et collaborent avec les autres fonctions supérieures. Excusez-moi, je crois que j'ai un problème de batterie. Voilà, c'est fait. Et donc, toutes les anomalies de ces fonctions, quel qu'en soit le mécanisme, sont regroupées sous le thème de troubles des fonctions exécutives. Donc, en fait, les troubles des fonctions exécutives peuvent comprendre des troubles de mémoire du travail, l'initiation d'organisation des tâches, la planification, la flexibilité mentale, le contrôle de l'inhibition et la gestion des émotions, le contrôle des impulsions. Alors, en fait là, je vais vous parler un petit peu de la plasticité cérébrale, parce que je vois que le temps passe vite. Et pour vous expliquer que, en fait, Steve Masson, qui est professeur en neurorééducation, il explique que le cerveau est comme une forêt. Donc, si on marche plusieurs fois dans le même sentier, un chemin va se créer. Et dans le cerveau, il y a la création de sentiers de communication entre les neurones. Et ces sentiers vont devenir de plus en plus efficaces plus on va passer sur les sentiers. En fait, c'est résumé par juste cette phrase. Plus je passe sur le chemin et plus il grandit. Mais si je ne marche pas sur le chemin, au bout d'un certain temps, eh bien, le sentier qui a été créé va se refermer
la végétation va reprendre sa place et les réseaux de neurones non utilisés vont finir par se déconnecter. Donc, la plasticité cérébrale, elle est vraiment la clé des apprentissages. Lorsque l'on va apprendre une discipline ou une activité, comme faire du vélo, eh bien, le cerveau va s'organiser, il va se modifier. Alors, ce qui est intéressant et nouveau dans les découvertes, c'est que sa structure elle-même va se modifier pour devenir le plus efficacement possible. Le plus efficace possible, parfait. Donc, au niveau de cette plasticité, il en existe 3 sortes, une neuronale, une cérébrale et une fonctionnelle. Les neurones, si on parle de plasticité neuronale, eh bien, on voit sur le schéma à côté que les neurones vont s'entrelacer de plus en plus et puis l'information va pouvoir circuler de plus en plus vite. Ensuite, par rapport à la plasticité cérébrale, eh bien, on est sur une plus grande échelle parce que ce sont les réseaux, tous les réseaux entiers qui vont se modifier et se reconfigurer. Et puis, sur ce qui est la plasticité fonctionnelle, eh bien, elle va même aller jusqu'à se traduire par l'évolution des comportements de la personne. Donc, la capacité du cerveau à modifier sa structure et son fonctionnement au cours du temps. Donc, en fait, cette plasticité cérébrale, j'avais aussi à cœur de vous dire qu'en fait, c'est sur cette plasticité cérébrale que l'on va travailler avec les enfants à besoins particuliers, parce que s'ils ne peuvent plus emprunter le chemin A, ils vont pouvoir emprunter un nouveau chemin pour aller d'un point à un autre. Et tout ce qui a été démontré au niveau de notre cerveau depuis 10 ans, on va dire, hein, grosso modo depuis 10 ans, nous montre que toutes les phrases, tout se joue avant 3 ans ou même avant 6 ans, eh bien, sont pas éliminés de notre vocabulaire, en fait, hein, parce que là, on a vraiment une preuve qu'on peut à tout moment retracer des chemins dans la forêt. Et ce que je viens de vous dire juste avant, c'est ce que l'on appelle les neuromythes. Et si vous voulez, toutes les personnes qui travaillent sur le cerveau nous mettent en garde par rapport à ça. Parce qu'on peut être tenté d'avoir des avis sur le fonctionnement du cerveau juste suite à certaines observations qui seraient certainement hâtives ou incorrectes sur nous-mêmes ou sur les autres. Et donc, en tant qu'enseignant, il est intéressant d'attendre, de s'intéresser aux recherches, à tout ce que les scientifiques ont pu démontrer, et donc de faire très attention à ne pas partir dans une croyance erronée sur le fonctionnement du cerveau. Ça évolue énormément, et là vous verrez dans la bibliographie, comme j'ai donné des dates, eh bien vous verrez que toutes ces recherches sont de 10 ans auparavant et pas plus, quoi, hein. Je veux dire, tout ce qui a été découvert il y a 30 ans, 20 ans, devient très très rapidement obsolète en matière de cerveau. Alors parmi les neuromythes, je vous en ai juste mis quelques-uns, mais par exemple, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. C'est ce qu'on entend très souvent. Or, d'après les chercheurs et les scientifiques, c'est faux. On parle, alors là, je vais être très, très prudente par rapport à ça, parce qu'on parle de style d'apprentissage. Alors, si je l'ai placé là dans la partie neuromythe, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais c'est parce qu'il ne faut pas voir que par cette porte-là. Et c'est quand effectivement il y a des découvertes qui sont faites, on pourrait avoir tendance à s'engouffrer dans une seule vision des choses, dans une seule porte. Or, il faut aller voir un petit peu ce
qui se passe à côté. Il fut un temps où on parlait de dominance hémisphérique, donc cerveau droit, cerveau gauche, en disant que les enfants plus logiques avaient une dominance de ce cerveau ou de cet autre cerveau. Et là, en fait, on nous démontre que tout est lié et que tout est en connexion permanente. Et puis, cette phrase, tout se joue avant 3 ans, même si je vous ai dit tout à l'heure et qu'on va le revoir dans la partie neurosciences affectives, les premières années sont vraiment extrêmement importantes en matière d'attachement et en matière de sécurité à l'enfant, etc. Mais tout ne se joue pas avant. Il y a aussi des possibilités de rebondir. Alors, cette diapo est dans ma classe. Je vous ai remis cette belle citation de Confucius, donc qui ne date pas d'hier. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Donc ça, on le sait depuis très longtemps, hein, que ce n'est pas en parlant que les enfants apprennent, ils sont ils doivent être dans la manipulation et le travail et s'approprier les notions par différentes étapes. Donc, les étapes que l'on a vues auparavant. Et puis, donc, sur cette diapo, vous voyez donc toujours tiré de Hobsbawm les 10 conseils pour favoriser l'apprentissage. Donc, ne pas partir sur des durées trop longues quand on a quelque chose de très, très pertinent à faire passer. Alors là, on vous met 15 minutes, bien sûr, c'est à adapter à l'âge des enfants. Je ne sais pas si les personnes qui écoutent sont plus primaire, collège, lycée. Et donc, on vous remet sur ces 10 conseils, on vous reparle d'acquisition de connaissances, donc le pilier de l'apprentissage, éviter la double tâche, donc compter sur le sommeil, diversifier les approches sensorielles, donner des retours d'information. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de cette diapo, puisque c'est le résumé de tout ce qui a été dit auparavant. Considérer l'erreur comme essentielle dans le processus d'apprentissage. Donc ça a été, c'est ajouté en plus, mais important, l'importance de faire attention aux écrans. En ce qui concerne le stress, on va en parler juste après parce qu'on est plus dans le domaine des neurosciences affectives. Et puis là, favoriser l'apprentissage par si on veut dire le jeu, mais le plaisir et tout ce qui est attrayant pour l'enfant, pour justement le problème d'attention et pour le problème de mise en alerte. Donc, pour une mise en alerte, il faut avoir la matière attrayante. Là, en fait, donc, le résumé de tout ce que je viens de dire. Et puis, là, sur cette diapo, je vous ai mis des outils pour l'apprentissage. Alors, bien sûr, hein, c'est pas en 3 minutes que l'on peut tout expliquer, mais si on veut ramasser tout ce qui a été dit et tout ce qui est connu maintenant sur le fonctionnement du système nerveux avec les piliers de l'apprentissage, avec les différentes mémoires, avec tout ce que j'ai expliqué sur l'attention, eh bien, en fait, ça, ce sont des outils qui ont été privilégiés pour certains apprentissages. Alors, bien sûr, c'est à piocher à différents moments dans nos temps d'apprentissage. Mais on a remarqué que le photolangage, ça marche très bien, les brainstorming. Alors, la caractéristique, ça vaudrait vraiment le coup de prendre du temps pour en parler longuement, voir comment elle se fait, à quoi elle sert et pourquoi. Je vous ai mis un lien sur la diapo parce que, en fait, c'est aussi c'est quelque chose qui, ce sont des
des documents qui vont nous expliquer un petit peu qu'une caractéristique reprend un petit peu la forme de nos neurones avec tout ce qui s'enchevêtre et comment cette caractéristique peut aller rejoindre tout le monde. Et justement, pour les enfants en difficulté, à besoins particuliers, ce sont des outils qui sont importants et qu'il faudrait pouvoir s'approprier en travaillant en groupe, etc. Alors, là, ici, je vous ai mis comme outil d'apprentissage les intelligences multiples. Alors, actuellement, on entend beaucoup de controverses sur les intelligences multiples, et on nous dit attention, etc. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est d'entrer par plusieurs portes et de ne pas faire que des intelligences multiples, que des exercices d'une façon que privilégier l'un ou l'autre l'une ou l'autre des portes. Et en fait, les intelligences multiples, elles ont été décriées parce que il y a déjà ce mot intelligence qui a chagriné beaucoup parce qu'il s'agit, nous n'aurions qu'une seule intelligence déclinée sous plusieurs possibilités. Mais dans les ouvrages d'intelligence multiple, on peut trouver des idées d'activités qui permettent de rejoindre chacun là où il en est. Et j'en ai fait quelques expériences, même si on ne dit pas aux enfants de quelle intelligence ils sont, et même si l'enfant ne le sait pas. En fait, on peut, dans différents groupes, dans différents ateliers, rejoindre les enfants. Et les questions aussi d'exercices de relaxation et d'exercices sur la mémoire. Alors, il existe d'excellents ouvrages où justement, par exemple, j'en ai un sous les yeux qui s'appelle Compétences mémoire. Et ce sont des ouvrages qui ont été écrits pour des âges différents, donc maternels, ensuite, enfin pour les cycles, voilà. Et donc, qui nous donnent toute une progression sur une année, comment justement travailler les différentes mémoires que je vous ai exposées. Donc, c'est pareil, c'est pas là tout de suite qu'on peut le revoir, mais en fait, on a toutes les étapes de mémoration, commencer par l'attention, etc. Et cet ouvrage nous donne un tas d'exercices à faire tout au long de l'année. Voilà. Donc, en fait, je crois que par rapport à la partie neurosciences cognitives, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, à voir si on prend un temps de questions maintenant et on abordera ensuite les neurosciences affectives, peut-être. Comme je disais tout à l'heure avant de commencer à Catherine, aucune question ne restera sans réponse. Elle ne sera pas forcément donnée là tout de suite maintenant, mais je m'engage évidemment à vous répondre par mail dans les plus brefs délais si ici et maintenant on n'a pas forcément tous les éléments. Voilà. En fait, Catherine, on va avoir du mal à prendre, on va avoir très peu de temps à prendre pour des éventuelles questions parce que l'heure tourne. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de nous les mettre dans la partie discussion. Je vais les noter et puis du coup, avec Catherine, on fera des réponses. Soit une réponse globale un tout petit peu à la fin s'il reste un tout petit peu de temps, ou sinon, eh bien, on vous fera des réponses un peu plus personnelles et un peu plus longues à un autre moment. Donc, Catherine, je te redonne la parole. D'accord, très bien. Donc, effectivement, par mail, etc., il n'y aura pas de soucis. Toutes vos questions seront les bienvenues. Donc, la deuxième partie qui est quand même beaucoup moins longue concerne les neurosciences affectives. Alors, elles sont là en fait pour nous aider à mieux comprendre l'enfant, ses émotions et le développement de son cerveau, ses capacités réelles et émotionnelles. Alors, ces neurosciences affectives
nous permettent de comprendre que l'environnement social de l'enfant va influencer sur, tout à l'heure je vous ai parlé de développement des neurones, sur les circuits neuronaux, sur les synapses, sur la formation de ces neurones et sur la sécrétion aussi de molécules cérébrales. Ça, c'est quelque chose qui vient d'être découvert il y a très très peu de temps. En fait, un comportement agressif peut entraîner chez l'enfant une sécrétion, enfin un comportement agressif de la part d'un adulte peut entraîner chez l'enfant une sécrétion de molécules qui va pouvoir complètement être délétère pour son apprentissage. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des recherches, des découvertes qui sont très, très, très récentes. Et je vous donnerai tout à l'heure, juste après en bibliographie, le titre d'un merveilleux ouvrage écrit par un médecin par rapport à tout ce que je vous explique là maintenant. C'est-à-dire qu'avant 6 ans, tout ce qui est réaction spontanée, non prise de recul et non maîtrise des émotions est normal en fait, parce que les enfants ne peuvent pas contrôler. Le début de leur contrôle des émotions négatives ne commence qu'à l'âge de 6-7 ans, non pas parce qu'ils sont en train de faire des caprices ou parce qu'ils ont des troubles pathologiques, mais parce que leur cerveau, donc cette partie-là, est encore immature. Donc, ils sont incapables de pouvoir gérer tout cela avant l'âge de 6-7 ans. Donc, vous voyez l'entrée en CP. Hein, donc, en fait, les 6 attitudes qui sont préconisées de la part de l'adulte par rapport aux jeunes, donc là, on est chez du primaire, hein, ce sont avoir des émotions saines, un amour inconditionnel, beaucoup d'empathie, les laisser s'exprimer, avoir beaucoup de bienveillance et faire en sorte qu'il n'ait pas peur de la punition. Alors, le comportement d'un enseignant a un rôle déterminant dans le processus d'acquisition de l'enfant. Alors, ce médecin dont je vous parlais, elle est référente en neurosciences affectives et sociales, et c'est elle qui vraiment met en garde contre toutes ces attitudes qui pourraient complètement bloquer non seulement l'enfant sur le moment, mais retarder la maturité de son cerveau. Et toujours pareil, en fait, si on a un retour sur la structure du cerveau, eh bien là, je vous ai remis deux parties du cerveau qui sont impliquées dans les neurosciences affectives. Eh bien, l'amygdale, c'est la plaque tournante des émotions, des relations sociales et c'est le centre de la peur. Cette amygdale, en fait, est complètement immature dans le cerveau lors des premières années. Donc, l'enfant, il est submergé par la peur, il a besoin forcément d'un adulte pour rassurer. Alors, Ledoux, c'est un auteur qui dit que les mots eux-mêmes peuvent modifier la manière dont le cerveau enregistre et dont le cerveau va maturer, en fait. Et toujours pareil, dans ces structures, on a aussi l'hippocampe. Alors, il participe au circuit qui régule les humeurs et les émotions. Il est très sensible au stress. Un enfant qui est compris et soutenu sera motivé. Il va s'épanouir dans son milieu familial comme à l'école. Et le volume de son hippocampe en fait, c'est le volume de son hippocampe qui va en plus gérer sa mémoire. Donc, si son hippocampe n'est pas encore arrivé à maturité et que on a des comportements qui ne sont pas bons pour lui,
eh bien, sa mémoire va aussi être perturbée. Et si on arrive, si on peut effectivement, que ce soit les enseignants, les parents ou toutes les personnes qui entourent les enfants en bas âge, eh bien, c'est l'empathie en fait qui va donner à l'enfant une boussole intérieure. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre, définit ces neurosciences en fait, définit l'empathie que l'on peut donner aux enfants comme étant l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde de l'autre. Et donc, cela suppose une grande proximité avec l'enfant. Alors, il ne s'agit pas de sympathie ni de compassion. Il s'agit d'empathie, c'est-à-dire je me décentre de moi pour me mettre à la place de l'autre. La vie relationnelle et donc émotionnelle, toutes ces rencontres, toutes les expériences que l'enfant va, toutes les expériences vécues par l'enfant vont modifier, alors ça c'est découvert en 2013-2014, hein, vont modifier la structure du cerveau en profondeur. Donc, le stress totalement délétère pour les apprentissages, la peur du regard des autres, la peur de paraître nul, la peur d'être comparé, la peur d'avoir des mauvaises notes. Toutes ces peurs sont contre-performants et altèrent l'apprentissage. Le docteur Guéguin dit, dès que le stress est là, les circuits qui nous permettent de penser, d'apprendre, de réfléchir, de mémoriser sont perturbés, voire inhibés. Plus le stress est intense, plus nous sommes dépossédés de nos facultés intellectuelles et impossible de penser clairement. Voilà, donc tout ce que le stress peut engendrer, et tout cela a été démontré, si on peut dire ainsi, scientifiquement. Et d'ailleurs, quand l'enfant se sent mal dans son environnement, en insécurité et dans la colère et l'angoisse, eh bien son cerveau sécrète des hormones, je vous l'ai dit juste avant, mais qui vont l'empêcher de pouvoir accéder aux apprentissages et ne lui permettent même plus de réfléchir. Donc, ce sont l'adrénaline et le cortisol. Et par contre, quand il se sent bien, le cerveau va sécréter de l'ocytocine, de la dopamine et de la sérotonine. Et ces substances, ces hormones vont lui procurer de la détente, de l'apaisement et donc la possibilité d'apprendre avec plaisir. Donc, en fait, l'environnement social de l'enfant et que ce soit dans sa classe, que ce soit aussi avec ses parents. Hein. Donc, du coup, là, on a deux volets. Hein. On a la vie relationnelle et les émotions. Consoler un enfant chamboulé, c'est déjà participer à la maturation de son cerveau. Imiter, c'est très important dans le développement de l'enfant. Là, on aurait des tas de choses à dire sur les neurones miroirs qui permettent à l'enfant d'imiter. Et le cerveau se développe comme un muscle, mais là où l'enfant l'utilise avec enthousiasme. Voilà donc ce qui se passe au niveau de la vie relationnelle et des émotions. Donc, je viens déjà de vous dire, en fait, j'ai devancé la dernière diapositive. L'environnement social, donc la classe, peut agir sur le développement du cerveau. Donc, on a l'habitude de dire souvent cognitif, mais aussi affectif. La physiologie, la santé physique et la psychologie, le comportement. La relation est la condition fondamentale pour une évolution optimale du cerveau, donc de l'empathie, du soutien et de l'amour pour de meilleurs apprentissages. Alors, ça c'est la bibliographie, c'est-à-dire avec ces documents que j'ai élaboré ce temps
de mini-conférences. Donc, vous voyez que toutes les publications, elles vont de 2013 à maintenant, 2021. Donc, en fait, toutes ces recherches sont très, très, très récentes. Donc, voilà, je suis allée puiser dans les publications de l'ENP, l'École des neurosciences de Paris, un dossier sur la neuropsychologie et la neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine, les petites bulles de l'attention, les piliers d'apprentissage, les neurosciences cognitives dans la classe, et ce livre du docteur Catherine Guéguin qui s'appelle « Pour une enfance heureuse ». On trouve aussi sur Internet beaucoup de ces conférences où vraiment elle explique le rôle de l'enseignant pour la maturité du cerveau des enfants. Et donc, d'autres ouvrages donc, que je n'ai pas forcément utilisés pour faire mon diaporama, mais qui seraient très intéressants de pouvoir utiliser par la suite, si suite il y a. Donc, apprendre avec les neurosciences au cœur de la classe et apprendre à résister de Olivier Houdet. Voilà pour ce que je souhaitais transmettre ce soir. Et la dernière diapositive qui dit « Et maintenant, quel axe va-t-on approfondir? Comment